printemps 1957. La guerre d'Algérie entre dans sa 3e année. En Suisse, la cause algérienne ne fait guère recette, opinion publique et sphère gouvernementale confondues. C'est dans ce contexte qu'une sombre affaire, comme les aiment les journaux à sensation, vient secouer le landerneau politique helvétique. Le procureur général de la Confédération s'est suicidé. Ce magistrat s'est fourvoyé dans une histoire de basse police. Il a couvert son subordonné, l'inspecteur Max Ulrich. Ulrich a mis sur table d'écoute la légation égyptienne et transmis à un colonel Barbouze français des informations concernant le FLN. Épicentre du drame, l'ambassade de France à Berne. Dans le rôle de l'honorable correspondant, Marcel Mercier, faux attaché commercial et vrai colonel des services secrets français. À propos du procureur, il a dit simplement ceci un jour. J'ai ferré une très grosse pièce. J'ai ferré une très grosse pièce. C'est un gros poisson, quoi. Un gros poisson. Mercier a raison. Le procureur du Bois est un gros poisson. Ce n'est pas tous les jours qu'on manipule un magistrat de ce rang. Malheureusement, il s'est trop vanté. On va découvrir le poteau rose grâce à une ancienne secrétaire du général de Gaulle, Elisabeth de Miribel, attachée de presse à l'ambassade. Elle est écœurée des magouilles de Mercier et va tout raconter à un certain Serge Michel, journaliste français qui a fait sienne la cause algérienne. Elle me dit qu'elle était persuadée que Mercier était renseigné par des personnalités de rang élevé de la police suisse et de la justice. Vous ne pouvez pas me dire très exactement qui. Dans une première rencontre, je l'ai revu plusieurs fois, et elle a vérifié elle-même dans le bureau de Mercier. Et là, elle a acquis la certitude qu'il était en contact avec René Dubois et qu'il s'agissait de récupérer les écoutes de certaines ambassades qui étaient en contact à Berne avec le FLN. Ce fameux Mercier, l'historien Henri Guillemin l'a souvent côtoyé lorsqu'il était lui-même conseiller culturel auprès de l'ambassade. Il nous en brosse un portrait peu flatteur. C'était un homme d'une jovialité permanente. Il était survolté, il était très content de lui-même et d'une vulgarité accablante. C'était un homme qui se vantait beaucoup de ses succès féminins et je sais qu'il avait un harem de serveuses, mais je l'ai vu aussi opérer devant des dames qui n'étaient pas des serveuses avec une manière qu'on peut appeler à la hussarde, qui ne réussissait pas toujours, mais dont il était quand même très content. Il nous parlait de son travail en nous disant, vous savez bien ce que je fais ici, il obtenait des renseignements sur le GPRA. Toujours dit que la plupart de ces renseignements venaient, disait-il, des Égyptiens. Décidément, ces gens-là ne sont pas du même monde. On l'aura compris, M. Mercier n'avait aucune chance de séduire Mademoiselle de Miribel. Bref, c'était une personne que Elisabeth de Miribel voyait d'un seul œil. Et elle me donne donc ces informations. Je réfléchis longuement. Le seul moyen de stopper les manœuvres de Mercier et Dubois, c'est de les faire connaître au public. Serge Michel demande conseil à son ami Favreau, qui lui suggère de confier ces informations à Georges-Henri Martin, rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Quelqu'un m'a téléphoné de Berne en me disant, si vous vous trouvez à telle heure au buffet de la garde première classe de Lausanne, à tel endroit, vous rencontrerez un monsieur qui est comme ci et comme ça, qui vous dira des choses intéressantes. La chose intéressante, c'était la confirmation, parce que c'était quand même très grave d'accuser les hauts fonctionnaires de la police fédérale d'écouter l'ambassade d'Égypte ou la légation d'Égypte et puis de porter les enregistrements aux Français. On ne sait pas une accusation qu'on pouvait porter à la légère. Et il y avait déjà des jours et des jours et des jours qu'on essayait de trouver des confirmations. Finalement, devant l'importance de l'information, il n'a pas hésité. Il a tout de suite dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Et je lui ai dit, mais enfin, pourquoi vous me faites confiance comme ça immédiatement? Il me dit, parce que ça recoupe des informations que j'ai eues. C'est-à-dire qu'en fait, moi je suis arrivé avec le gros paquet, mais le terrain était déjà tiède. C'est ainsi que la Tribune de Genève publie le 20 mars 1957 un scoop fracassant, qui ne met en cause pour l'heure que l'inspecteur Ulrich.
3 jours plus tard, le procureur général Dubois, accablé par les révélations que Mercier fait spontanément à la police, va se donner la mort. On a vu en lui, à tort ou à raison, un personnage porté au pinacle, puisqu'il était devenu procureur général de la Confédération, peut-être un peu naïf, et que les Français invitaient à venir à Paris ou à faire des gueuletons. Ça n'allait pas plus loin. On ne considérait pas que c'était un grand drame. Ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il n'avait pas les nerfs solides. Et évidemment, un procureur général, on pensait que ça avait les nerfs solides. Et quand il s'est suicidé, tout le monde était navré. C'était pas particulièrement nous, on se considérait pas comme responsables. L'ambassadeur disait c'est une sale histoire, je suis bien heureux d'avoir regardé, d'avoir mis à l'extérieur de moi, enfin d'avoir rien qui puisse me mêler au comportement de M. Mercier. Il y a eu un discrédit qui a pesé sur l'ambassade. Oui. Hein. Sur l'ambassade, malheureusement, oui, parce qu'on croyait, on se figurait à l'extérieur, on se disait c'est un membre de l'ambassade, c'est pas vrai, c'est un membre du consulat, c'est tout à fait différent. Hein. Par la suite, j'ai été étonné qu'on ne fasse pas de film sur cette affaire, parce que c'est une affaire beaucoup plus complète. C'est une histoire où il y a une histoire d'amour à l'intérieur. Il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire de jalousie. Il y a des histoires extraordinaires. Après cet exploit, Mercier quitte Berne sans demander son reste. L'inspecteur Ulrich, lui, écopera de 2 ans et demi de prison. Si cette affaire nous a paru digne d'être évoquée aujourd'hui, c'est qu'elle provoqua à l'époque un changement d'attitude de la part de nos autorités. La cause de l'indépendance algérienne va être prise au sérieux désormais. Cela est très important pour la suite de notre histoire. Les années passent, la guerre s'intensifie. Une première rencontre entre les émissaires du gouvernement provisoire algérien, le GPRA, et les représentants français a lieu à Melun, près de Paris, le 25 juin 1960. De part et d'autre, on aspire à la paix. C'est l'échec. Cette tentative d'arrêter le conflit est prématurée. Et pendant qu'il y a cette négociation, De Gaulle mène une négociation parallèle, je dirais même secrète, parce que la plupart des membres de son gouvernement l'ignorent, où il reçoit des combattants de l'intérieur, de la Wilaya 4, dans son bureau en grand uniforme. Donc autrement dit, comment voulez-vous que les Algériens ne soient pas méfiants au niveau de la négociation, d'autant plus que cette négociation directe de De Gaulle, l'initiative personnelle de De Gaulle va très mal tourner, puisque ceux qui sont venus à Paris pour le rencontrer vont être liquidés, qu'il va y avoir une terrible réaction algérienne sur le terrain, et qu'à partir de ce moment-là aussi, l'exigence du terrain neutre est impérative. Il n'est plus possible de se passer d'un terrain neutre et d'un intermédiaire. L'intermédiaire sera un diplomate suisse, Olivier Long, qui porte déjà 2 casquettes, celle de délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux à Berne et celle de chef de la délégation suisse auprès de l'AELE, la zone de libre-échange, à Genève. Il est abordé un beau jour de décembre 1960 par un avocat genevois qui lui déclare « Mon collègue et ami Nicolet connaît un personnage important du FLN et il aimerait en parler avec un Suisse proche des milieux officiels. J'ai demandé au chef du département politique fédéral, le conseil fédéral Max Petitpierre, de me recevoir et je suis allé à Berne lui dire voilà ce qui m'arrive. Est-ce que vous voyez inconvénient à ce que je rencontre cet émissaire du GPRA, à titre personnel évidemment? Et M. Petitpierre m'a dit immédiatement, oui, il faut le faire. L'Algérien Tayeb Boularouf, c'est de lui qu'il s'agit, va donc rencontrer le Suisse Olivier Long en terrain neutre. Monsieur Long me demandait si, derrière moi, il n'y avait pas moins que Ferhat Abbas. Évidemment, on ne pouvait pas s'engager en discutant avec un homme qu'on ne connaît pas, et il fallait quand même des garanties. J'ai répondu que il y avait avec moi et derrière moi toute la révolution algérienne,
Alors, ma première question, je lui ai dit, mais écoutez, pourquoi la Suisse? Il y en a tant d'autres. Il m'a dit que le GPRA avait délibéré longuement et était arrivé à la conclusion que, à leurs yeux, la Suisse était le seul pays, parce qu'il était totalement indépendant et neutre, auquel ils pouvaient confier cette tentative. Tentative d'autant plus urgente que le bilan s'alourdit jour après jour. L'armée française n'est pas loin de l'emporter sur le terrain. Le FLN a tout intérêt à gagner la bataille diplomatique qui s'annonce. Olivier Long prend son bâton de pèlerin. Il part discrètement pour Paris retrouver un ami de longue date, Louis Jox, qui vient d'être nommé par De Gaulle ministre d'État chargé des affaires algériennes. Jox lui réserve un accueil chaleureux en lui disant « Venant de vous, que je connais depuis assez longtemps, j'estime que cette fois-ci, c'est important, c'est sérieux. Et je vais en parler au général de Gaulle. » Il m'a demandé de rester quelques heures à Paris. Et il est revenu en me disant « Allez-y, le général de Gaulle a dit que M. Long continue. » Les Algériens se battent aussi sur le front des organisations internationales. Ils ont ouvert un bureau à New York, bureau dirigé par Mohamed Yazid et Abdelkader Chanderli. Le travail efficace de ce lobby irrite au plus haut point les Français. La délégation française a tout fait pour que nous ne soyons pas admis à l'intérieur de l'enceinte des Nations Unies. Mais cette démarche n'a pas abouti, puisqu'aussi bien nous avions tout de même le soutien d'une quarantaine de délégations avec lesquelles nous nous réunissions périodiquement. Et à ce titre, il était extrêmement difficile pour la délégation française d'obtenir que nous soyons expulsés. Il y a même un cas où nous avons provoqué une réunion du fameux groupe afro-asiatique à l'extérieur de l'enceinte des Nations Unies. Toutes les délégations sont allées protester auprès de M. Hammarskjöld à l'époque pour lui dire, écoutez, c'est pas possible, vous obligez de nous réunir en dehors de notre maison, c'est pas normal. Nous voulons rencontrer ce monsieur, nous pouvons le rencontrer chez nous. Et donc, il faut l'admettre, il faut lui permettre de fonctionner à l'intérieur de l'enceinte des bâtiments. De conférence en cocktail, Abdelkader Chanderli et ses amis font progresser la cause de l'indépendance sur la scène internationale. Au-delà des fastes onusiens, il y a un contact permanent avec les frères du Caire, de Tunis, et bientôt avec ceux qui deviendront les négociateurs en Suisse. Le but, c'était tout de même de donner une dimension internationale à un conflit local que la France ne reconnaissait même pas comme une guerre. Comment vous vous y prenez, disons? Eh bien, c'était rencontrer les gens, leur expliquer, c'était écrire des articles, c'était paraître à la télévision, faire des émissions à la radio, faire des conférences dans les universités, j'en ai fait beaucoup. Tout cela me permettait de créer autour de cette cause algérienne un climat à la fois d'intérêt, de compréhension, puisque je m'évertue à expliquer ce que représentait ce mouvement, dans le but affirmé, affiché, était de rechercher une paix négociée à un conflit colonial traditionnel. Peu avant la première rencontre secrète entre Français et Algériens en Suisse, celle-là même préparée par Olivier Long, le Premier ministre Michel Debré envoie un de ses proches à Genève prendre contact avec l'Algérien Sahab Dalab. La rencontre a lieu à l'Hôtel d'Angleterre sous les auspices du journaliste Charles-Henri Favreau. Les Algériens n'étaient pas d'accord sur la manière de faire. Certains étaient très désireux qu'il y ait une discussion menée avec le Premier ministre, dans la mesure où c'était le plus irréductible, le plus réfractaire à la négociation. D'autres estimaient qu'il fallait ne se servir que de la voie officielle suisse, dans la mesure où la voie officielle suisse valait la consécration internationale définitive à l'Algérie. Alors, pour que précisément l'autre voie ne soit plus maintenue ouverte, même en Suisse, entendons-nous bien, même en Suisse, M. Debré négociait en Suisse. Alors, on m'a demandé à moi, de révéler ces contacts. Il suffisait de dire qu'ils avaient lieu pour que cette voie soit les Algériens. Les Algériens. Et j'ai estimé aussi que c'était me mettre en porte-à-faux vis-à-vis du gouvernement suisse. Donc j'ai accepté pour une fois, effectivement, de révéler ceci. C'est-à-dire que je ne l'ai pas fait moi-même dans un de mes articles, et je l'ai dit une fois pour toutes à un confrère à Paris, à la demande des Algériens. Je le reconnais.
C'est un fait historique maintenant. Mais ce qui me paraît très très important, je l'ai fait la mort dans l'âme, parce que j'étais convaincu que la négociation annoncée de manière publique, précipitée, à la façon qu'avait M. Petit-Pierre de vouloir en finir, parce que M. Petit-Pierre étant partant voulait absolument partir avec une négociation réussie, et c'était un patatras épouvantable. On peut se demander si Debré n'a pas tenté de saboter la négociation voulue par de Gaulle en organisant la rencontre de l'Hôtel d'Angleterre. L'affaire ayant fait long feu, la vraie négociation secrète peut commencer. Les premiers contacts ont lieu à Lucerne, le 20 février 1961. Côté français, Georges Pompidou, encore inconnu, un ami du général, assisté du diplomate Bruno Deleuze. Ils ont en face d'eux un avocat, Mohamed Boumengel et Tayeb Boularouf, que nous avons déjà rencontrés. L'atmosphère, on s'en doute, n'est pas franchement détendue. Et la séance a été difficile, très difficile. Très difficile. M. Pompidou a exposé à ses interlocuteurs les grandes lignes de la politique du général à l'égard de l'Algérie. Et M. Boumengel, qui est un avocat, et qui était un grand avocat, a pris la parole et pendant une demi-heure, même plus d'une demi-heure, a prononcé un réquisitoire extraordinairement violent contre la France. Terminant, ce que je reprochais à la France, c'est de nous avoir volé notre âme. Et la preuve en est, c'est que, du fait des Français, je n'ai pas pu apprendre la langue de mon pays, l'arabe. Un moment de silence s'est imposé à ce moment-là, et M. Pompidou a pris la parole pour dire, écoutez, si vraiment c'est dans cette atmosphère-là que les conversations se déroulent, est-ce que cela ne nous conduit pas totalement à l'impasse? Il faut que nous réfléchissions là-dessus, et je vous demande de réfléchir. Et Boumengel n'a pas repris la parole. 30 secondes se sont écoulées, 1 minute et demie, 2 minutes, 3 minutes. Je regardais ma montre, car je pensais bien qu'un incident de cette nature surviendrait. Et au bout de 3 minutes, j'ai pris la parole et j'ai dit, M. Boumengel, je comprends votre sentiment, mais je pense que vous l'avez exprimé de façon qui dépasse votre pensée, car la violence de cette expression fait que nous aboutissons à une impasse, c'est évident, et est-ce que vraiment c'est ce que vous souhaitez? Et je continue en disant, je ne comprends pas tout à fait votre agressivité à l'égard de la France, de notre pays, car vous-même, votre famille, vous êtes depuis plus longtemps français que moi, car vous l'êtes depuis 1830, et moi, qui suis né à 200 km au sud, ma famille et moi-même, nous sommes français que depuis 1860. Je suis savoyard. Monsieur Pompidou me regarde, il éclate de rire, et Monsieur Boumengel, entraîné par le rire de Monsieur Pompidou, éclate de rire. Le gel était brisé et nous avons pu reprendre la conversation et rentrer dans le vif du sujet. C'était le mois de Ramadan, la première rencontre de Lucerne. C'était le mois de Ramadan. Monsieur Pompidou, qui est connu pour ne pas quitter la cigarette, c'était remarquable. Ce jour-là, il n'avait pas fumé par considération pour l'adversaire qui gênait. Vous avez fini par vous serrer la main? Non. J'ai personnellement fini par lui dire, vous savez, vous pouvez, l'islam est très tolérant, vous pouvez fumer, ça n'est pas vous qui êtes concerné. Et alors là, M. Pompidou a tiré sa première cigarette, etc. Ça s'est dégelé un peu, mais enfin, les positions fondamentales étaient toujours les mêmes. Il n'y avait pas de... M. Pompidou était pressé. Je me rappelle également qu'il aimait à répéter qu'il n'était que le porte-parole du général de Gaulle, ce qui m'avait frappé. Boumengel m'a dit d'abord, au moins, c'est pas comme un melun. Et Georges Pompidou, il a de la carrure. Et Pompidou et Bruno Deleuze ont trouvé que Boularouf était un homme sérieux, intelligent et très bien documenté. Alors, Mandat a recommencé l'opération
Pour brouiller les pistes, nous sommes dit, il ne faut pas, bien que ce soit très commode, il ne faut pas recommencer à Lucerne, nous sommes allés à Neuchâtel. On s'est quitté à Lucerne dans l'euphorie. 15 jours plus tard, on frisera la rupture lors du nouveau rendez-vous. Le moment est venu d'aborder les questions de fond. C'est au cours de du deuxième entretien avec M. Pompidou que le mot indépendance a été cité en disant que le général de Gaulle n'a pas peur du mot indépendance. Vous avez pu penser qu'on aboutirait à quelque chose lors de ces premières rencontres? Oui. Oui, sans quoi nous ne serions pas retournés. C'est ça. Nous savions donc que les Français avaient des positions, je vous dis, très générales, mais il y avait des problèmes, par exemple, desquels ils n'ont pas parlé, et que nous avons soulevé, par exemple, celui du Sahara. Le Sahara n'est plus seulement un désert. Le pétrole a jailli en février 1956. Ce nouvel enjeu économique va sérieusement compliquer les négociations. L'Algérie était française depuis 1830, que 800 000 Français vivaient en Algérie, que ce pays avait été fait par les Français, et que pour la France, pour les Français, et par conséquent pour les représentants français à cette rencontre, c'était un déchirement de tous les instants, d'autant plus que chaque matin et chaque soir, la radio nous apportait la nouvelle des drames qui se déroulaient en Algérie, des assassinats, des combats, des luttes absolument fratricides. Il y a les victimes directes du conflit, soldats français et fédayines, mais aussi celles du terrorisme. Attentats algériens et surtout actions désespérées de l'OAS, l'organisation armée secrète constituée en février 1961. À Genève, Olivier Long connaît un moment de découragement. Comment sortir de l'impasse de Neuchâtel? J'ai tout de suite téléphoné à Louis Jeanx en lui disant que je voulais le voir. Je suis allé le voir et je lui ai dit, écoutez, moi je me trouve devant une situation qui n'est pas claire, qui me paraît dangereuse. Et alors l'affaire a été reprise et puis ils ont recommencé à procéder à des échanges de vues, si bien que l'idée d'une rencontre publique, d'une conférence publique, a fait son chemin. En mars, on apprend qu'une conférence franco-algérienne va se tenir à Évian. L'OAS réagit en assassinant à coups de bombe Camille Blanc, le maire de la ville. Trois semaines plus tard, le 21 avril, on est au bord de la guerre civile. Le putsch des généraux à Alger menace la légalité républicaine. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce groupe et ce Carteron possèdent un savoir-faire limité et expéditif, mais ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. De Gaulle reste finalement maître du jeu. Les ultras de l'Algérie française, OAS en tête, ont perdu la partie. Il leur reste la politique de la terre brûlée. Ces excès pèseront lourd au lendemain du cessez-le-feu.
Après l'échec du putsch, bon nombre d'officiers français rejoignent l'OAS. Parmi eux, le capitaine parachutiste Pierre Sergent, aujourd'hui député et membre du Front National de Jean-Marie Le Pen. Et cette nuit-là, nous avons quitté nos vêtements militaires et sommes entrés dans la clandestinité à Alger. Voilà où a commencé très exactement mon combat clandestin au sein d'une organisation clandestine qui est née alors dans les semaines qui ont suivi, sur le papier d'abord par le colonel Godard, qui a fait un bel organigramme, et ensuite qui a pris le nom d'organisation armée secrète, dont d'ailleurs le sigle avait été trouvé à Madrid par Pierre Lagaillarde, l'ancien patron des étudiants d'Alger. Et mon combat, que j'ai mené en métropole, consistait essentiellement, au niveau de l'OAS, à faire de la communauté des Français d'Algérie, comprenant les Européens et les Algériens favorables à la France, de leur donner une possibilité d'être à la table des négociations aussi bien que le FLN. Et à cette époque-là, je crois qu'un gouvernement français aurait très bien pu dire, bon, ben, puisque c'est ça, nous allons prendre des représentants de l'OAS pour également les mettre autour d'une table et discuter de l'avenir de l'Algérie. C'était ça le but politique intelligent de l'OAS. Pierre Sergent, devenu chef d'état-major de l'OAS en métropole, est condamné à mort par contumace. Il se réfugie en Suisse avec sa famille, voyage dans toute l'Europe sous les identités les plus diverses. Il a fallu bien persuader à ce moment-là les Algériens que le général de Gaulle n'avait pas changé d'opinion et de ligne politique. J'ai rencontré à nouveau M. Boumengel, M. Boularouf dans une maison à proximité de Genève. Et je leur ai montré, sans leur donner d'ailleurs, une date du général de Gaulle qu'ils ont reconnue comme écrite de la main du général et qui leur donnait des assurances sur la volonté du général de poursuivre la politique qui avait été définie à Lucerne et à Neuchâtel. La conférence d'Évian, enfin fixée, on se réunira le 20 mai 1961. Olivier Long et ses collaborateurs ont organisé l'accueil, la sécurité et le transport des délégués du GPRA. L'émir de Qatar lui a mis à disposition sa propriété de Bois d'Avaux près de Genève. Il fallait garder la délégation qui était dans cette maison. Et tous les matins, il fallait s'assurer qu'elle puisse regagner Évian, où les négociations avaient lieu. Oui, parce que l'hélicoptère venait jusqu'ici. Hein. L'hélicoptère venait devant. Nous nous occupions que du périmètre de la propriété. Il n'y a pas eu de pépins? Non, il n'y a pas eu de pépins sérieux, il y a eu des pépins amusants. On peut bien s'imaginer la nuit. Tout était évidemment éclairé. Ça faisait un immense quadrilatère éclairé. Mais néanmoins, il y avait des trous d'ombre et on a tué, je crois, un soir, un hibou. Les voilà enfin. À leur tête, Krim Belkacem. Au moment où la délégation du gouvernement provisoire de la République algérienne arrive sur le sol de la Confédération helvétique, elles s'empressent d'adresser au peuple et au gouvernement suisse l'expression de ses remerciements chaleureux. Une photo souvenir pour fixer cet instant historique, et c'est le départ pour Évian. C'est l'hôtel du Parc à Évian qui abritera les pourparlers. Aujourd'hui, 20 mai, les négociations franco-algériennes ont commencé. Le premier jour de cette négociation, c'était un jour assez tendu et en même temps très important parce que la négociation, pour la première fois, s'ouvrait d'une façon officielle entre un gouvernement qui se considérait toujours en lutte pour son indépendance et un gouvernement français qui, pendant des années et des années, avait refusé tout contact avec le FLN
et évidemment tout contact, a fortiori, avec un gouvernement provisoire. Ce qui fait que pour nous, cette conférence était une consécration internationale. Mais au départ, n'est-ce pas, les Algériens ne savaient pas très bien ce qu'ils voulaient. Ils voulaient l'indépendance, ils voulaient tout, mais sans comprendre les difficultés de cette indépendance, sans savoir s'ils acceptaient que les Français restent en Algérie, sans savoir s'ils acceptaient que l'armée française resterait pendant quelque temps en Algérie, quels étaient les droits dont bénéficieraient les Français qui resteraient en Algérie, quelles seraient même les frontières de la négociation, est-ce que le Sahara serait inclus? Bien évidemment, ils le demandaient, mais est-ce qu'ils seraient prêts à admettre une solution provisoire, transitoire, intermédiaire pour le Sahara? Tout ceci, ils ne le savaient pas. Ils sont venus en disant, bon, le Sahara est une question à part, qu'il faudrait mettre en commission, et puis nous continuons à traiter les autres problèmes, etc. etc. Pour nous, le Sahara n'est pas, d'abord, il n'est pas à part. Le Sahara, c'est l'Algérie. Décidément, le fruit n'est pas mûr à l'hôtel du Parc. Louis Jox, chef de la délégation française, demande l'ajournement de la conférence après 3 semaines de pourparlers. Mais le contact n'est pas rompu. On décide de se retrouver à Lugrin, tout près d'Évian, hélas, sans plus de succès. Et c'est là que, n'ayant pas non plus avancé, c'est à l'initiative de la délégation algérienne que les pourparlers ont été suspendus. Et là, sur le plan international, nous voulions expliquer que si ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y a le problème de l'intégrité territoriale. On voulait, si vous voulez, suspendre sur un problème précis, pour le faire connaître. Et il y a eu par la suite des manifestations en Algérie. On a demandé l'indépendance de l'intégrité territoriale. En ergote à Évian et à Lugrin, on meurt dans les djebels. Le cessez-le-feu tant attendu se dérobe. Chaque heure, chaque jour que gaspillent les négociateurs allonge la liste des victimes. Aucune puissance coloniale n'avait jusqu'alors mis en place de tels effectifs pour maintenir sa présence dans un territoire d'outre-mer. Le GPRA le sait bien, les adversaires sont condamnés à se retrouver autour d'une table de négociation. Le 23 décembre 1961, j'ai retrouvé M. Reda Malek à Genève et nous avons échangé des textes. Mais c'était pour nous, je dirais, un extraordinaire pas en avant, car nous savions ce que voulaient les Algériens. Bien évidemment, leur texte était très court. Celui que j'ai remis, moi, était très long, relativement long, il avait 5 ou 6 pages, me semble-t-il. Le leur avait 2 ou 3 pages. Il ne rentrait pas dans le détail des négociations, alors que nous rentrions dans le détail des négociations. N'empêche que nous avions la possibilité de savoir exactement ce qu'ils voulaient. Cette politique des petits pas, reprise dès l'automne 1961 près de Bâle, s'avère payante. C'est aux Rousses, sur territoire français, que l'on procédera aux ultimes marchandages. Les ministres ont fait le voyage. Nos amis français ont failli devenir fous parce qu'ils ont été enfermés là-dedans 10 jours et 10 nuits sans pouvoir sortir, entassés les uns sur les autres. Et nous, notre système nerveux a été mis aussi à rude épreuve pour une raison tout à fait contraire. Nous devions circuler sur de longues distances, 60 km aller, 60 km retour, et que dès le second jour, il y a une fantastique chute de neige sur le Jura, et que alors on avait toutes les peines du monde à circuler. J'avais fait mettre des skis, des porte-skis et des skis sur les voitures des Algériens. Et j'avais demandé que les stocks de l'armée les fournissent en passe-montagne de façon à les cacher. Parce qu'ils devaient traverser entre autres choses, Saint-Sergue, n'est-ce pas, le dimanche, avec les encombrements.
où les gens pouvaient regarder dans les voitures. Avec ça passait admirablement. Pendant 8 jours, nous avons travaillé d'arrache-pied pour, petit à petit, dans tous les domaines, que ce soit le domaine de la politique générale, que ce soit le domaine du Sahara, que ce soit la nationalité, l'existence de l'armée française, l'existence des Français en Algérie après l'indépendance. Nous avons travaillé et finalement, nous avons abouti. On a discuté, je me rappelle, l'affaire de M. Kibir jusqu'à 4 heures du matin pour en finir. Et là, on est descendu. Au début, on parlait d'une enclave de souveraineté française. Ensuite, on a parlé d'un bail de 99 ans. Ensuite, on a parlé de 50 ans. On a parlé de 20 ans. Finalement, nous sommes arrivés à 15 ans. À 15 ans. C'était vraiment au finish. On est arrivé à 15 ans, on a donné l'accord. Jacques, c'est d'accord, mais c'était déjà 4 heures du matin. C'était l'une des ultimes discussions au Rousse. Mais quand cela fut fini, tout le monde a poussé un soupir de soulagement, croyez-moi, à tout point de vue. Il n'y a pas eu d'incident majeur pendant cette... Non, il y a eu des moments de tension tout à fait fortes, et il y a des moments où il a fallu suspendre la séance pour éviter que les échanges de mots un peu vifs, trop vifs, ne compromettent la suite des négociations. Alors vous êtes rentré à Paris pour soumettre votre texte au général? Oui. Et le général, Monsieur Jox l'a soumis au général, et le général a exposé le résultat des négociations au Conseil des ministres, et qui a approuvé. Et c'est comme ça qu'on a pu franchir les dernières difficultés qui devaient aller directement à la phase finale qui était d'Évian. Cette fois, on touche au but. La délégation algérienne prend ses quartiers au signal de bougie avec tout le dispositif déjà testé à Bois d'Avaux. Le Conseil fédéral a chargé le diplomate Raymond Probst d'assister Olivier Long pour toutes les questions d'intendance. On a donc placé là un bataillon d'infanterie qui gardait toutes les entrées. On a eu aussi mis de la DCA pour être sûr, pour le cas où on aurait une attaque par l'air. On a également eu des renforts sérieux de la gendarmerie vaudoise, de la sûreté vaudoise, et surtout on a aussi gardé tous les accès de la région du lac Léman pour être sûr qu'il n'y ait pas de risque. Tout a bien marché, on n'a pas eu d'accroc. Sauf pour un malheureux gendarme vaudois tué accidentellement par un soldat de garde. Le 7 mars 1962 s'ouvre la deuxième conférence d'Évian. On négocie encore âprement pendant une dizaine de jours. Parmi les rares survivants de la délégation algérienne, on reconnaît notre interlocuteur, Tayeb Boularouf. Le rôle d'Olivier Long et son équipe s'arrête ici, au seuil de cette salle. 18 mois ont passé depuis la première rencontre secrète dans une villa genevoise. L'heure n'est pas à la joie chez les Français. Bruno Deleuze, ici derrière Louis Jox, chef de la délégation, se souvient. Nous nous sommes félicités les uns et les autres du résultat ainsi obtenu. Non pas que, je dois dire, ce fut de gaieté de cœur que la délégation française a signé, je dirais, l'acte de cession et de reconnaissance de l'indépendance de l'Algérie, mais il n'empêche qu'il fallait mettre un terme à ce drame. Et du côté algérien, ils savaient parfaitement que c'était le début d'autres difficultés. Dites-moi, quand vous êtes sorti de... Alors là, nous nous sommes serrés la main à la fin. Oui, c'est la moindre des choses, mais quand vous êtes sorti après la signature, quelle a été votre réaction? Quel a été votre sentiment, vous et à vos camarades? La guerre était finie, tout le monde était content, il n'y a pas de doute. Nos amis suisses aussi étaient un ouf, n'est-ce pas, extraordinaire. On avait réussi quelque chose d'extraordinaire. C'était deux positions diamétralement opposées, arriver, n'est-ce pas, par cette patience à nous mettre ensemble et arriver à un accord, à la paix. C'était l'euphorie, Sabdalab le plus expansif, le saharien, quand je suis arrivé là, mais il m'a dit « Alors, vous l'avez votre cessez-le-feu » Le 19 mars 1962, à midi, les hostilités cessent. La jubilation du peuple algérien masque à peine le désespoir des pieds noirs, à qui il ne reste, selon l'expression de l'époque, que la valise ou le cercueil. L'OAS va tenter dès ce jour de déclencher une véritable guerre civile, ici même en Algérie, mais aussi en France.
j'ai utilisé la Suisse, en ce sens que je suis venu prendre des contacts politiques, voire délicats, au cœur, n'est-ce pas, de la Suisse. Et j'ai rencontré, bien sûr, Jacques Soustel, Georges Bidault, le colonel Argout, enfin beaucoup de gens à l'intérieur du territoire suisse et dans des conditions tout à fait occultes. On a tellement diabolisé l'OAS qu'on s'étonne de trouver dans cette organisation des gens d'apparence convenable, des gens à peu près élevés, une certaine culture. On croit toujours que ce sont des bandits de grand chemin, pas du tout. Il y avait des gens de très haute qualité. Et je peux vous dire que dans ces réseaux, parmi les gens connus, il y avait Michel Poniatowski. Et c'est grâce à Michel Poniatowski, qui était avec M. Giscard d'Estaing, que j'avais, n'est-ce pas, le compte-rendu du Conseil des ministres qui se passait à Paris. Ce qui a d'ailleurs fait de grosses histoires avec le général de Gaulle à l'époque. C'est vous montrer, n'est-ce pas, l'ampleur de nos amitiés qui allaient non seulement dans l'administration civile, mais bien entendu dans la police. Vous avez parlé de diabolisation de l'OAS. Effectivement, dans l'opinion publique, l'OAS souffrait d'un discrédit qui était celui des attentats ou certains particulièrement horribles qui ont été commis, comme au Val-de-Grâce, comme ça. Oui, mais voyez-vous, je crois qu'il faut que, pour bien comprendre la mentalité de l'époque, car il faut revenir dans le contexte de l'époque, lorsque vous êtes dans un cul-de-sac et que vous voyez arriver quelque chose de très fort contre vous, vous tapez de tous les côtés. Même si vous donnez des coups bas. Et les femmes qui risquent le viol savent bien ce qu'elles font, ce qu'elles doivent faire si elles veulent avoir une chance de s'en sortir. C'est ça l'OAS. Le combat d'une minorité, tout à fait minoritaire par rapport à l'État français, à son armée, à sa police, à son administration. Donc une minorité qui se défend. Et demander à toutes les minorités du monde, quand elles sont acculées dans un fond de cul-de-sac, qu'est-ce qu'elles font? Eh bien on se bat avec ses poings, avec ses ongles, et ça fait mal. Et les coups portés ne sont pas toujours des coups très élégants. On ne compte plus les attentats contre De Gaulle. Au Montfaron, près de Toulon, une bombe télécommandée placée dans cette jarre devait exploser au passage du général. C'était l'œuvre de l'ancien légionnaire suisse Serge Lehmann de Valorbe. Malgré ses hautes qualifications techniques, Lehmann et ses complices de l'OAS ne parvinrent pas à faire fonctionner leur machine infernale. Replié en Suisse, Lehmann se vanta de son exploit dans 3 interviews publiées par Blick en mai 1965. Nous avons fait la part belle dans notre première émission à ceux qui ont soutenu la cause algérienne. Laissons la parole à ceux, moins nombreux, qui ont aidé les partisans de l'Algérie française. L'ancien président du Conseil, Georges Bidault, en fuite, arrive un beau jour épuisé chez Béatrice Monfrény, en compagnie d'un curieux personnage. Il était très défait. Même le marsouin, enfin l'accompagnateur, qui est un capitaine